Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un autre numéro de C'est Midi. La semaine tire allègrement à sa fin, mais il nous reste encore 2 émissions à passer ensemble. Alors aujourd'hui c'est jeudi, la team du jeudi est au grand complet. Au programme, témoignages, mea culpa, conseils, mais surtout bonne humeur vous attend dans ce numéro de C'est Midi. Encore une fois, bonjour à tous et bonjour au public de C'est Midi. Jeudi est au grand complet. Elle est composée de ce monsieur qui vous permet justement de rester dans l'air du temps, d'avoir toutes les nouveautés, toutes les innovations high-tech. Monsieur Alucène Sidibé, alias Blanco pour les intimes. Je vais super bien, je vais vraiment bien. J'aimerais saluer ici les étudiants en information, sinon en sciences de l'information et de la communication qui sont déplacés exprès pour venir assister à ma chronique. Ah oui? Et aussi assister à C'est Midi. J'aimerais que vous vous ovationnez, mais tellement fort. Sincèrement, je ne savais pas que j'avais des fans, je te promets. Franchement, quelle énergie. Non mais ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Alors, et à côté de Alucène Sidibé, on a bien évidemment la sagesse, l'incarnation de la sagesse. On se délecte de ces citations profondes, ma foi. Le doyen Cassie. Le doyen, ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Ça va, je vous ai pas trop manqué, non? Non. Le contraire m'aurait étonné. Et évidemment, le distributeur automatique de la bonne humeur, Dr. Philo. Y'a rien. Les étudiants, ils sont venus te soutenir. Moi, je m'en fous des. Franchement, c'est bête. Moi, je m'en fous. Pourquoi vous vous mettez comme ça à vos aises? Moi, avec un chewing-gum en bouche? Il n'y a pas vos aises dedans. C'est pied qui s'y tape, c'est pas zèze. Voilà. Donc, ça veut dire que dans la vie, il y a les ailes, les autres, il y a le moment, elles se prennent pour les yi. Moi, je dis dans la vie, chacun de nous peut changer quoi. Ça dit, il faut beaucoup de courage pour le changement dans ta vie. Donc, vous avez changé comme ça? J'ai enlevé, j'ai changé. Ah, d'accord. Voilà, il a changé. Voilà. Quel changement rapide. Voilà, je suis là. Bonjour, les beaux. Si on pouvait tout changer comme vous, ça allait être très bien. Alors, j'espère que tout le monde connaît un tout petit peu le concept du karma. Le karma, c'est simple. On dit que ce que vous faites de bien vous revient et ce que vous faites de mal vous revient. Et je pense que le témoignage d'aujourd'hui est vraiment la preuve que le karma existe bel et bien. Et le thème retenu ce jour, en voulant commettre un forfait, je me suis retrouvée avec un pistolet sur la tempe. Comme on dit, il a cherché, il a trouvé. Notre invité du jour, monsieur Richard Crémé. Alors aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le portrait, donc je vais me faire un plaisir de vous le lire. Il a une voix grave, une voix qui concentre autant de souffrances et de difficultés qu'il a vécues. Richard Kofi Crémé est notre invité du jour. Il a vu le jour le 3 avril 1982 dans la commune d'Abobo à Abidjan. Richard a grandi dans une famille polygamique avec ses frères et sœurs, donc ils étaient 18 au total, et un père mécanicien de train à la régie Abidjan-Niger à la RAN. Alors qu'il était en classe de CM2, il est employé par un dealer comme vendeur de drogue. Inscrit au collège moderne Le Destin dans la commune d'Abobo, son destin va vraiment basculer en classe de 4e. Vous découvrirez la suite de son histoire sur le plateau de C'est Midi avec Jessica Bomba. Voilà, je suis là. Je vais vous demander donc d'accueillir notre invité, monsieur Richard Crémé, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Crémé. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Franchement, quand je relis le thème, en voulant commettre un forfait, je me suis retrouvée avec un pistolet sur la tempe. Ça, franchement, je pense qu'on a hâte. Mais avant ça, on va retrouver Dr Philo pour son avis. Voilà. C'est mon avis, avec Dr Philo. Ouais, ben c'est ça, la vie est ainsi faite. J'ai dit, moi j'ai changé, hein. Moi j'ai changé, ouais, les gens, braquage. Parce que avoir le pistolet sur la tempe, c'est parce que tu as voulu commettre un forfait. Voilà, il faut. Ça ne sert à rien de forcer dans la vie les choses. Ça ne sert à rien de forcer dans la vie. Parce qu'en voulant faire fort, on commet un forfait. Vous voyez un peu? Oui, en voulant faire fort, on commet. Tu ne peux pas. Joli jeu. Mais parce que je dirais Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Amen ne s'adresse pas à Richard Crémé, ça s'adresse à celui qui a mis le pistolet ici. Amen. Amen. Comment on appelle lui qui met le pistolet sur la table? Le pistolet tempêteur, tempétiste là. Je dis Amen parce que lui, le forfait qu'il voulait commettre, on ne sait pas.
On ne sait pas à quoi ça allait arriver, sur quoi ça allait arriver. Peut-être qu'il voulait, c'était un attentat au marché piégé, c'était un attentat, peut-être qu'il voulait braquer toute une boutique pour tuer plusieurs personnes. Donc on a mis le pistolet, ça a arrêté. Alléluia à ce monsieur. Alléluia à ce monsieur. Alléluia, et c'est bien fait pour lui, et c'est bien fait pour lui. Moi j'ai dit pistolet, je ne suis pas un pistolet. Moi, ici là, d'où on vient du ghetto. Je vous jure, tout de suite, monsieur, on prend un pistolet tout de suite. Les balles là, on enlève tout dedans, tout. On dit voilà, balle là, on met ça là. Mon frère, tu vas parler autre langue, à pas ton étude. Ça ne joue pas. Ça ne connaît pas. Mais surtout parce qu'il y a toujours une balle à l'intérieur aussi. On ne joue pas. Vous voulez qu'on mette un forfait et vous voulez qu'on mette quoi sur votre temple? Banane? Non, c'est le pistolet qu'on va mettre sur votre temple. Et je vais dire souvent, les gens, certaines personnes parlent de pauvres. C'est parce qu'on est pauvre, on n'a rien, la maman on a manger, on est obligé d'aller commettre des braquages. Moi, braquage là. Moi, je ne suis pas dans le braquage. Moi, je suis né dans la braquerie. Moi, c'est pas braquage. Moi, je suis né dans la braquerie. Voilà. Il n'est jamais écrit. Alors, quand vous allez lire les lycées dans le Coran ni dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit que non, quand on est pauvre, il faut qu'on mette un forfait, il faut braquer. Non! Mon frère, la pauvreté, ça doit te donner des conseils. Tu dois te dire pourquoi moi je suis là. Qu'est-ce que je fais pour sortir de cette pauvreté? C'est non, pistolet, on ne shoot pas un pistolet. Non, on ne shoot pas. C'est midi, mais vous êtes assis chaque jour. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Quand tu as dit c'est midi, c'est quand braqueur va raquer. Tu as dit c'est midi, c'est toi. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Ma chronique ne dit pas. Heureusement que Richard Crémé a changé de vie, je le connais, c'est un serviteur de Dieu. Rester au village et devenu rester en Jésus. Alléluia, frère, et Dieu te bénisse. Voilà. Docteur Philo, vraiment, respect. Qu'allons-nous faire sans vous dans cette émission? Peut-être qu'on s'en fait bisous. Aïe. Viens pour, viens pour. Faut pas avoir honte. Viens pour. Alors ça c'était l'avis de Docteur Philo. On a promené notre micro dans les villes d'Abidjan grâce à Paterna Sémian. On vous a posé cette question. Avez-vous été déjà braqué et quelle a été votre réaction? On regarde. Le micro-trottoir avec Chris Paterna Sémian. Nous sommes au carrefour Las Palmas et c'est aux deux plateaux. Et la question de ce micro-trottoir est la suivante. Avez-vous déjà été braqué et quelle a été votre réaction? Élément de réponse. On a lavé qu'une seule fois. Voilà, on peut l'appeler aussi qu'une seule fois. On ne met pas deux fois. On met une seule fois. Donc, ils peuvent tétaniser, paniquer. Ce qu'ils vont me dire, de leur donner, je vais leur donner si j'en ai. Mais si je ne peux pas, bon, ils vont m'arracher la vie. Moi, non. Mais j'ai des amis, des grands amis qui ont été déjà confrontés à un braquage et qui ont subi des traumatismes pendant des années. Et comme je suis un chrétien, c'était mon but pour qu'ensemble on essaie de procéder à une certaine rééducation, pour ainsi dire. Parce qu'il leur fallait réapprendre à vivre. Lorsque nous sommes victimes d'une telle situation, on est très affolés. Automatiquement, moi je pense qu'il faut coopérer parce que la vie est très importante. Ça ne sert à rien de se jouer les rebelles, ça ne sert à rien de pouvoir se jouer les durs. Il faut simplement coopérer parce que là, la vie est plus importante que le matériel. J'ai peur, la personne peut tirer à n'importe quel moment. Je peux perdre ma vie à n'importe quel moment. Ça fait peur. Je vais écouter, je vais suivre ce que les ravisseurs vont demander. Voilà, pour ne pas me faire blesser ou tuer. J'ai été braqué plusieurs fois, plus que 3 fois, vers Bleu Marine, aux environs de 21h30. Ils m'ont dit qu'ils vont louer la voiture. 2 personnes pour descendre sur le zoo. Ils m'ont demandé si j'ai de la monnaie de 10 000. J'ai dit non, je n'ai pas de la monnaie de 10 000. Si vous demandez la monnaie de 10 000, c'est plus la peine. Je dis que non, bon, on peut payer, qu'on a de la monnaie. Dès qu'on est descendu, où il y a le chevaux, vous voyez, non, dans le noir, il y a celui qui est devant moi et il y a un qui est derrière. Il a dit à son ami, il faut lui donner son argent. Au contraire, ce n'est pas l'argent que je vais me donner. Et il me suit sur le coup. Et il voulait lutter avec moi. Et moi, j'ai mis la voiture dans le caniveau. Il a mis la voiture dans le caniveau, direct. Alors notre invité, Crémé Kofi Richard, est artiste chantre. Il débute la musique d'abord dans le Zouglou en 1990. Il intègre par la suite le groupe Zouglou, les Experts. En 2005, le groupe sort un album de 8 titres avec le célèbre titre. Mais ça, je pense qu'il y a des gens qui connaissent. Restez au village, oh, c'est pour ton bien. Oh. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça, voilà. Je connais. Alors,
Alors, après plusieurs difficultés, il décide de se reconvertir à la musique religieuse. Et aujourd'hui, il est auteur de 3 albums. Le dernier a pour titre « Jésus est mieux ». Donc je pense qu'entre rester au village et Jésus est mieux, il s'en est passé des choses. Oui. Et même avant. Oui. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. Alors, Richard, votre histoire, je pense qu'elle est assez palpitante. Oui. On va démarrer, on va partir un tout petit peu, votre enfance. Okay. Dans quel type de famille vous avez grandi? Parce qu'on sait que vous avez 18 frères et sœurs. Alors. Merci beaucoup. Avant tout propos, j'aimerais d'abord rendre toute la gloire au Seigneur Jésus, le véritable sauveur de l'humanité, qui m'a fait la grâce d'être sur ce plateau et dire merci à tous ceux qui sont là et à toute ma RTI. Effectivement, je suis né dans une famille de 18 personnes, une famille très pauvre à Bobodère, dans un quartier précaire, où mon père avait pour culture l'adoration des fétiches. Il adorait des fétiches qu'on appelait Lokoso et Kaminian. Kaminian, bah, il veut dire touche, je vais voir. Touche, tu vas voir, pardon. Voilà, Kaminian, touche, tu vas voir. Et c'était ce que mon père adorait. Et quand on demandait à mon père, par moment, il disait que c'était pour nous procurer du bonheur et nous assurer la sécurité. Mais je vous assure que chaque 2-3 ans, on enterrait un membre de la famille. Donc, oui, on s'est dit le seul héritage qu'on a pu avoir de ces fétiches, c'était l'activité qui était le gardiennage. C'est-à-dire être vigile. Et que, donc tous mes frères ont fait ce travail, moi-même j'ai fait aussi ce travail. Donc c'était dans cette ambiance-là que j'ai grandi. Pour dire que c'était pas facile, c'était très difficile. Et mon père ayant 3 femmes, la première n'avait pas d'enfant, et ma mère qui avait sa rivale en face d'elle qui n'avait pas d'enfant, la première femme bien sûr, elle dit bon ok, comme toi tu n'as pas d'enfant, voici mon fils, prends-le, élève-le comme tu peux. Et c'est elle à son tour, tu me prends, tu me donnes à son neveu. Voilà, qui est l'autre côté de la Bobo derrière. Et c'est lui qui va me mettre à l'école. Et j'ai fait la classe, il a commencé à aller à l'école au CP1 à 9 ans. Waouh. Voilà. Ça fait tard quand même. 9 ans. Ça fait tard quand même. Donc pour dire que c'était pas facile, c'était très très difficile parce que ma petite semaine qui vient après moi n'est pas allée à l'école. Vous voyez, donc c'était dans cette ambiance-là que j'ai vécu. Et je me souviens qu'en classe de CM2, j'avais commencé à m'investir dans le banditisme. Où je m'explique en ce sens que... Non, attendez, pas si vite. Pas si vite. On va aller doucement. Non, on a le temps. Alors, donc vous allez aller chez ce monsieur qui va devenir votre père finalement, qui va vous mettre à l'école. Mais quel type d'enfant vous étiez? Est-ce que vous étiez un enfant calme? À la maison. À la maison, c'était l'agneau. Hein. L'agneau? C'était l'agneau à la maison, mais dehors, c'était autre chose. Quoi. Ouais. Donc à la maison, vous étiez l'enfant parfait. À la maison, j'étais. Faisait toutes les tâches de la maison. On va se nommer Petit Kofi, le sage. Petit Kofi, le sage. Au fait, j'étais celui qu'on prenait pour exemple au quartier à la maison. D'accord. Parce que quand je voyais une maman qui était au marché avec les bras sur la tête, je courais vers elle. J'étais toujours au service des uns et des autres. Et même, je pilais du foutoir à la maison, je préparais à la maison. En fait, lui, c'était ce qu'il préparait à la maison. Okay. Mais dehors, c'était notre vie. Vous voyez? Donc en classe de CM2, comme je disais tantôt, je rencontre. Enfin, j'ai vécu dans un quartier où il y avait des grands frères et autres, et j'avais un vieux père de quartier, bon, je ne vais pas dire le nom ici, qui était coordonné en son temps, mais qui vendait la drogue. Et qui m'a appelé pour dire, ah, Petit Kofi, viens te voir. Donc il arrive dans son atelier, et il me dit, tu vas donner cette drogue-là à telle personne. C'était attaché. C'était de la drogue? Oui, il m'avait dit, il m'avait expliqué. Il m'avait dit, c'était attaché dans des papiers de ciment, kaki, façon là. Vous n'avez pas eu peur? Non, j'ai pas eu peur. Mais comment ça? Vous êtes au CM2, on vous donne la drogue, et je suppose que c'était la première fois que vous étiez en contact avec la drogue. Oui. Vous n'aviez pas peur? Je disais tantôt qu'il y a dans un quartier précaire. Donc tout le monde voulait s'affirmer. C'est à l'âge de 15-16 ans, du coup c'est l'adolescent. Donc tu veux t'affirmer, tu veux montrer que toi aussi tu es un garçon. Donc c'est dans cette période-là. Donc pour moi, aller vendre la drogue, c'était pour moi un grand défi que je relevais. C'était pour moi m'affirmer pour être un garçon. Oui. Voilà, c'était ça, le garçon qui va vendre la drogue. Moi, je ne pas livrer de la drogue. Et quand on finissait, le grand frère, ce qui me donnait comme récompense, c'était souvent les 200, 300 ou 100 me faisait moins placali. Voilà. Tu vois un peu. Faut dire que c'était même pas une question d'argent. C'était vraiment plus une question d'ego. Au fait, c'était pas une question d'argent, c'était une question de s'affirmer. C'est ça. Je voulais m'affirmer pour lui, je suis un garçon. Je touche à tout. Genre, il a fumé la drogue, il vend la drogue et autres. Donc c'était un peu ça. C'était ça la motivation première. D'accord. Voilà. Et ça a duré combien de temps, cette activité? Je ne saurais te dire combien de temps ça fait, mais je pense que j'ai continué tout ça jusqu'en classe de 4e. Waouh. Voilà. Ok. Donc, vous commenciez en classe de CM2, vous commencez à vendre de la drogue. Mais vous allez quand même à l'école, vous n'arrêtez pas les cours. Non, je ne vais pas à l'école. Et vous continuez à jouer votre double jeu à la maison, l'enfant parfait, et dehors, le gangster, on va dire ça. Ok. En dehors de la drogue, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Je me souviens qu'en classe de 6e, je partais à l'école, je portais un blouson. Voilà, un blouson que je mettais une machette à l'intérieur du blouson. Et souvent, mon professeur d'anglais, je me jouais son garde-corps. Voilà. Et puis j'étais toujours avec un gang d'amis, on était toujours en train de faire parler. Je quittais à Bobo, au collège, pour aller dans un collège au plateau, pour
aller voler des enfants, aller agresser des élèves comme moi, en classe de 6e. C'est-à-dire, j'arrive dans l'établissement, je vois les gens en train de jouer billes et autres. J'arrive, j'enlève mon couteau, je prends ton sac, j'ouvre le sac, je prends les livres. C'était mathématiques, je cherchais. Et puis, sciences physiques, par exemple, son temps, c'était les livres qui coûtaient les plus cher. Voilà, ça coûtait cher. C'était 2500 son temps. Voilà, c'était ça. Et arrivé en 5e, ça a continué. Ça a continué. Et en classe de 4e, là, c'est un autre level où j'ai vécu une scène vraiment qui me marque jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu merci, il a changé les choses. D'accord. Alors, avant d'en arriver à cette scène, vous n'avez, à part les braquages, est-ce que vous avez déjà, je sais pas, tué quelqu'un? Non, je n'ai pas tué quelqu'un. Je me souviens que en classe de 4e, j'avais des amis qui étaient braqueurs et fumaient la drogue aussi. Moi, je partais souvent les vendre la drogue. Et puis, je me souviens qu'on était en brousse, il y avait le sac au doigt, en kaki. Hein. On était assis dans la forêt au banco. Ils étaient en train d'attacher la drogue et puis ils étaient en train de nettoyer l'âme. Parce qu'ils devaient aller opérer un braquage. Et c'est ce jour-là qu'ils m'ont donné m'initier au braquage. Et il se trouve que, étant dans la brousse, on entend des coups de feu. Donc la débandade, là, chacun va de son côté. Et le soir, enfin le lendemain matin, j'apprends au quartier qu'ils ont tué un de mes gars. Donc je vais je vais constater les faits. Je découvre que c'est un de mes amis avec lequel j'étais hier qui s'est fait abattre. Et là, vous vous sentez comment? Ah, j'ai eu mal. Et ça ne parle votre logique d'affirmation. Comment? Quand vous voyez votre ami par terre, sans vie, ça n'ébranle pas votre logique d'affirmation? Non, ça n'ébranle pas en ce sens que ça ne va pas toucher moi. Voilà, parce que moi, c'est-à-dire qu'en son temps, un guerrier, ça veut dire qu'en son temps, quand tu es guerrier, ça veut dire que c'est toi qui affrontes, tu n'as pas peur, du coup, tu es là. Tant que ça ne t'a pas encore touché, tu es guerrier. Mais quand ça te touche... En même temps, vous avez un de vos amis qui était aussi un guerrier, qui tombe au combat, on va dire ça comme ça. Oui. Et ça ne vous fait pas peur, vous ne dites pas, ça aurait pu être moi. Seulement que j'avais peur d'être pris par la PJ parce que c'était mes amis. D'accord. Voilà, j'avais peur d'être identifié par la foule pour dire que voici ses amis. Puis bon, c'est ça seulement qui me faisait peur. Donc bon, voilà. On va dire que vous n'avez pas pu être initié ce jour-là. Oui, j'ai pas pu être initié. Vous allez remettre à une autre fois ou pas? Oui, non, pas une autre fois. J'ai continué le banditisme, bien sûr. Et puis, j'avais pour coutume d'avaler les comprimés, j'avais pour coutume j'ai même fumé la drogue à 2 reprises. Hein, à 2 reprises, parce que c'est vrai, je vendais, mais je me souviens qu'un jour, il y avait un de mes gars qui m'a dit, mais toi-même, tu vends là, tu ne fumes pas. Et pourquoi vous ne fumiez pas, justement? Ça ne me disait rien. Vous vendez, mais vous ne touchez pas. En fait, c'était pas pour l'argent, en fait, c'était pour s'affumer. Donc, pour moi, fumer la drogue, c'était rien. Mais pour plus vous fumez, vous devez fumer quand même. Mais à la vérité... double affirmation. Vente et fumer. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est parce qu'ils ne savaient pas ce que ça faisait, la drogue. Ils n'en savaient rien. Non, j'étais conscient. Oui, vous savez, mais vous ne savez pas quel effet ça produit. Mais il vient de dire qu'il en a touché que vous n'avez jamais consommé. Comment? Non, avant qu'il ne touche à ça à 2 reprises, il ne savait pas exactement ce que c'était. Si. Vous saviez? Oui. Sans l'avoir goûté? Non. Mais comment alors? Expliquez-moi ça. Le gars qui m'a initié à vendre la drogue, il me l'a dit. Il m'a dit ça, on appelle ça ban. Il me voit ça. Voilà. Il dit ça, c'est ban, il dit il faut aller vendre. Donc il prend, il va trouver le gars, il donne son ban, il va dans mon taureau. Mais 100 francs, il vient à la maison. Alors quand tu parles des trucs, il faut me regarder. Je pense qu'on Moi, je veux savoir, c'est quel effet? Qu'est-ce qui vous a décrit l'effet que ça fait quand on consomme, l'effet que ça fait? Parce que pour pouvoir désirer ça, il faut savoir ce que ça fait. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Ouais, le jour où il a fumé ça, ce que ça m'a fait, je vous explique. J'ai fini de fumer, ça allait me coucher. En fait, ça m'a fait dormir, au fait. Ça allait me coucher, mais avant de dormir, ça commençait à faire tourner mes yeux. Je voyais la maison en train de la maison tournait comme ça. Comme si c'était le monde qui se renversait un peu. Voilà, et puis il riait seul, quoi. Ça vous arrange pas? Parce qu'en temps normal, vous devez... Non, moi, voilà, ça m'arrangeait pas, tu vois. Ça m'arrangeait pas. Et puis ce que je prenais aussi, c'était il y avait des comprimés qu'on avalait, donc ça me rendait garçon. Mais je me rappelle un jour, on avait avalé des comprimés au niveau d'Abobo, marché, 14e arrondissement là-bas, à Bricois. Et on a avalé tellement de comprimés qu'on a acheté un pain dans le marché, on a mis huile dedans. Parce que quand tu avales le comprimé que tu manges la tiquée ou soit tu manges du pain avec l'huile à l'intérieur, ça réveille la dose. Et moi, j'essaie de dormir. Et c'est pas qui m'a fait dormir. Il m'a fait 2 jours dans le sommeil. En tout cas, on retient juste que vous ne devez pas faire ça chez vous. Non. Alors, et puis d'ailleurs, je pense que si vous êtes sur ce plateau, c'est justement pour nous en parler. On va revenir à cela. Bon, en 4e, il va se passer quelque chose. En 4e, c'est là que... Plusieurs jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour pour le propriétaire. On vous écoute. Ouais. Je me souviens en 4e, on était en fin d'année. Et en fin d'année, vous savez, il y a le bal de fin d'année. Donc il fallait venir à l'école, boire, faire tout ce qu'on pouvait faire. Ouais. On a bu, on a avalé comprimé.
Koutoukou, Cocoa Bijou, jaune à mer, tout ce qui est Koutoukou, on a tout bu. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que si vous êtes sur ce plateau, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est tout ce que vous avez fait là. En plus de la grâce de Dieu, même, c'est la miséricorde de Dieu. Vraiment. Voilà, en plus de la grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Et vous revenez de loin. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, le jour de ce bal de fin d'année? Le jour-là, c'était aux environs de 15h, 16h, 17h par là. Et on a fait le show, Bangui, tout. On était assez démaquillés. Finalement, on était assez démaquillés. Il y avait une soeur, j'aimais la fille. Mais lui dit je t'aime, ou bien aller l'aborder, je ne pouvais pas. Il ne savait pas draguer au fait. Et pour moi, tout c'était la force, c'était la violence. Parce qu'il y avait les gangs chez nous, on était en robuste, machin, tout. Donc pour moi, c'était la force. Donc on était sur l'effet de l'alcool. Et on a dit à la fille, allons t'accompagner à la maison. Oui, parce qu'elle était fatiguée. D'abord, dans le match, on a commencé à faire ce qui n'était pas faisable. On a accompagné la fille quand même. Arrivé chez elle à la maison, et j'ai dit à mes gars, c'est foutaise. C'est trop facile, quoi. On s'est amusé bien avec elle, puis on l'a laissé comme ça, c'est tout facile. Rebroussons chemin, on rebrousse chemin, et il y avait une broussaille quelque part, là où c'était un dojo de karatéka. Et arrivé là-bas, je l'ai fauché, et j'ai enlevé mon couteau. Mais vous avez de drôles de manières d'aimer, hein. Vous aimez la fille, au lieu de lui dire je t'aime, vous préférez la faucher, enfin oui, c'est bizarre. Tout ça, c'est pour ça. Mais pour dire que si le garçon passait, t'es avec mes amis. Ah, parce que quand on est garçon, on fauche. Au fait, quand. Ce que je veux dire. Non, je comprends. Voilà, là, vous étiez dans un état d'esprit, je comprends, vraiment. Voilà. Ok. Et c'est comme ça. Et j'ai fauché la fille. Et on a fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'on devait faire, on a fait. Et je m'apprêtais maintenant à aller à l'action. Quand j'ai entendu dans mon dos, Diabézi s'est gâté. Parce qu'on m'appelait Diabézi à cette période. Un de mes gars qui a crié, c'est gâté, c'est quoi tu es gâté? Et j'entends dans mon dos, si tu bouges, je t'abats. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il était sur le fait d'alcool. Il a vu le monsieur, mon Dieu, il est banalisé. Donc, il a répliqué encore. Si tu bouges, je t'abats. Donc la seconde fois, j'ai commencé à courir. Et comme c'était dans la brousse, je suis tombé dans le broussailles là. Il m'a pris par derrière, il a mis l'âme sur la tête. Et j'ai commencé à pleurer. Mais pourquoi? Oui, je voyais la main en face. Un garçon ne pleure pas. Non, mais attendez. Non. Vous ne pouvez pas me dire ça quand même. Vous ne pouvez pas me dire ça. Après tout ce que vous avez fait, vous êtes un garçon. Un garçon, ça ne pleure pas quand même. Pourquoi vous avez pleuré? Parce que j'ai vu la mort en face. Vous avez vu la mort en face? J'ai vu la mort en face. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment précis? Bon, j'étais en train de regretter tout le mal que j'avais fait. Et puis j'ai dit, ma vie prend fin aujourd'hui. Et j'ai commencé à même pleurer en baoulé. J'ai commencé à appeler ma maman. C'était chaud. C'était chaud. Désolé là, c'était chaud. Non, excusez-moi, mais moi j'ai vraiment envie de savoir, ça donne quoi de pleurer en baoulé? Excusez-moi, vraiment, c'était il y a longtemps. Là c'est quand vraiment l'émotion à un niveau, on ne peut plus la contenir. D'accord, vous avez pleuré, vous avez eu des regrets et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que là, on vous a chopé, comme on dit. Oui, on m'a chopé. Et il me fait sortir de la brousse, il me prend par l'arrière. Et on arrive dans l'établissement, effectivement, et on trouve le directeur de l'école. Moi, je croyais que le directeur allait me défendre. Il m'a dit, mais ce monsieur-là, c'est pas Crémé Kofi Richard, emmenez-le, c'est un chef de gang. C'est comme ça qu'on m'emmène dans un cabaret où il y avait des gens qui avaient des machettes. Ils m'attendaient pour me dépêcher aussi. Là-bas aussi, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à me faire peur, en fait. En couper ta tête, en fait, ceci, donc, ils ont commencé à pleurer. Okay. Et après, le monsieur a dit, bon, laissez-le. Il me prend, m'amène au 13e arrondissement. C'est là-bas, j'ai fait, je crois, 4-5 jours, je ne sais plus. Et on me défait au parquet. Mon Dieu. Et arrivé au parquet, il était 17h, 18h moins par là. Le cargo de la MACA était déjà présent. Et c'était en train de charger les prisonniers. Et étant dans la cellule, j'entends mon nom et je sors. On me dit, on t'attend dans la salle des juges des mineurs. J'arrive, j'ai en face de moi un juge, j'ai en face de moi la jeune dame qui avait été violée. Et puis les parents. Et la jeune dame qui dit non, que à la vérité n'a pas essayé de me violer. C'est un ami d'école. Il était sur le fait de l'alcool. Bon, c'est là qu'on m'a libéré. Ah, peut-être qu'elle était amoureuse aussi de vous. C'est fou ce que l'amour peut faire quand même. Et là, vous vous sentez comment à ce moment-là? Comment vous vous sentez? Parce que là, vous apprêtiez à aller en prison. Oui. On ne sait même pas pour combien d'années. Non, ça c'était 10 ans, 15 ans. Ce que j'ai ressenti là, d'abord, il a commencé à couler des larmes. Parce que je ne me voyais plus en liberté, au fait. Oui, je me voyais en prison. Parce que le cargo était en train de charger. Donc, je voyais des gens avec lesquels étaient dans la cellule en train de monter dans le cargo par la MACA. D'accord. Donc, du coup, quand on t'appelle, ça lui vient monter. Ouais. J'arrive dans un bureau, on me dit non, tu es libéré. Bon, je ne peux pas exprimer ma joie devant le juge, mais j'ai commencé à couler des larmes. C'est-à-dire que c'était un sentiment de joie, mais inexplicable. Voilà. Alors, est-ce que cet épisode va vous aider véritablement à changer?
On saura un tout petit peu plus juste après la pub. C'est midi, c'est ça. Sur le plateau de C'est midi avec Monsieur Crémé, qui nous racontait son aventure palpitante. Alors, là, on était au niveau de ce qui s'est passé quand vous étiez en classe de 4e. Vous avez failli partir en prison. Dieu merci, cette jeune fille est venue, on vous a libéré. Mais est-ce que, justement, ça va vous faire changer sur le moment? Non, j'ai continué dans le banditisme. Il s'allait être syndicat Non, par la suite. j'ai pas entendu, là. J'ai continué dans le banditisme. Après tous ces pleurs-là? Oui, il s'allait être syndicat. Non, vraiment. D'accord. Et là, vous êtes arrivé à quel niveau maintenant? Il s'allait être syndicat au Carrefour La Vie. Ok. Et puis Saint-Jean. Et après, il s'allait être gros bras d'un marabout. Aïe, waouh. La péripétie, Ok. les péripéties Non. avec la jeune dame là, ça n'a pas été pour vous une sorte de conseil, une sorte de seconde chance? Vous savez, je vais rebondir sur cette question. Oui. C'est clair qu'un homme sans l'esprit de Dieu est un homme animal. C'est beau. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu est un homme animal. Donc il retourne toujours à sa vomissure. C'est ça. Tout ce que vous avez vécu là. C'est pourquoi il dit un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu est un homme animal. C'est-à-dire que c'est comme le porc. Tu demandes au porc pourquoi tu as mangé dans la poubelle. C'est sa nature. D'accord. Ok. Donc on voit que ça ne vous a pas alors vraiment aidé à changer. À quel moment, parce que là si vous êtes sur ce plateau, c'est parce que véritablement quelque chose a changé dans votre vie. À quel moment vous avez eu le déclic? Merci. Il faut dire que je me souviens qu'à cette période, on avait formé un groupe après, les experts, et on cherchait un producteur. Et nous sommes tombés sur un homme du nom de Djekouriemé, dont je salue la mémoire, qui n'est plus en vie, qui nous a présenté Christ, qui nous a dit, si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, moi je mets mon argent à votre disposition afin de vous produire. Il avait mis une stratégie en place. On habitait à Bobo et tous les dimanches quand on venait à l'église à Yopougon, il donnait à chacun d'entre nous 10 000 ou soit 5 francs par personne. C'était la motivation première pour laquelle on allait à l'église. De toute manière, dans la vie, c'est une question de motivation. Voilà. Mais le plus important, c'est que vous y alliez. Voilà. Donc nous, on partait pour la forme. Voilà, on partait pour la forme parce que le monsieur nous donnait 10 000 ou 5 francs par dimanche. Et je me souviens qu'un samedi, on avait bu à la veille, on était ivres. Nous sommes rentrés à 4h, 5h du matin par là. Et je me suis réveillé, il dit, bon, tu mieux vaut aller à l'église prendre mes 10 000. Au lieu de rester au quartier et puis, bon, il n'y a rien. Je suis allé à l'église et voici là où le Seigneur va me prendre. Arrivé au culte, l'apôtre Corée Moïse, qui est allé au passage, temps de prêcher un message fort et poignant qui disait comme ça que peu importe le dégât que le diable a causé dans ta vie, peu importe tes erreurs, la parole de Dieu est capable de réécrire ton histoire, de te valoriser. Voici là où j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, j'ai commencé à pleurer. Ah, les 5 000. Ouais. Merci aux 5 000. Vous savez, c'est une très bonne stratégie. C'est comme quelqu'un qui va à la pêche pour aller pêcher du poisson. Exactement. Il ne mettra pas du plomb sur la maison. C'est sûr. Forcément, mettre vers terre parce que on a besoin d'argent. Donc, lui, du coup, c'est l'argent qu'il a mis devant. Et on a donné vie au Seigneur. Et par la suite, dans la marche avec le Seigneur, ça n'a pas été facile. Certes, il y a eu des épreuves qu'il a vécues. Et je me souviens que dans la marche avec le Seigneur, Dieu m'a fait grâce et je me suis marié. Voilà, je me suis marié le 24 décembre 2011. Et en 2012, mon épouse qui était enceinte, elle a accouché. Par césarienne, bien sûr. L'enfant n'est pas resté 3,8 kg. Wow. Et par la suite, elle est tombée encore enceinte en 2013 et 2014, le 16 février 2014. Pendant que le Seigneur m'a inspiré le véritable Dieu qui, aujourd'hui, par la grâce, est en train de me révéler, être décédé au CHU de Cocody avec une grossesse de 7 mois. Oh, on est désolé. C'était une épreuve très, très difficile. Et je me souviens que par moi, pour se laver, c'était compliqué. On prenait du savon en poudre pour se laver. Et il n'y avait même pas souvent de la pâte dentifrice aussi. On prenait du savon pour se brosser les dents. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller proclamer Christ, le véritable Dieu qui revient bientôt. Voilà. Comme vous avez dit
justement, quand il faut opérer une transformation dans votre vie, il faut qu'elle soit complète. Oui. Et je pense qu'elle était complète dans votre cas. C'est pour ça que vous n'êtes pas revenu à vos anciens démons. Voilà. Parce Vraiment. que le maître de ma vie a fait son entrée dans ma vie. Donc du coup, il a stabilisé ma vie. Il m'a fait comprendre que tout ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien n'est que la poussière. J'ai compris que dans la vie artistique, dans la vie de tous les jours, on vit pour paraître, on vit pour paraître, on vit pour présenter une apparence. Or, il ne faut pas vivre pour présenter une apparence, il faut vivre pour plaire à celui qui t'a confectionné à son image et à sa ressemblance. Très bien. Merci infiniment. Je sais que vous avez énormément de questions et il est là justement avec nous, Monsieur Paulus Agathon, pour vos réactions. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Jessica. Bonjour Paulus. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour, on va dire, ce dernier jour de la semaine en ce qui concerne mes interventions. Alors, je vais démarrer avec le message de Très Béni de Dieu sur la page Facebook C'est Midi. Il dit, c'est vrai que vous avez eu à commettre de nombreux actes, mais quelle est la chose que vous regrettez énormément, Étant chrétien maintenant, oui. Le regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y avait un neveu qui était dans le broutage et qui faisait les amours, comme on le dit. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises. J'ai même prié pour lui pour qu'il ouvre son cœur au Seigneur. Et 8 jours après mon interpellation, il est tombé sur une moto et il est mort, sans connaître le Seigneur. Ça me fait vraiment très mal. Parce que vivre sans connaître le Seigneur, ça veut dire que c'est plus qu'un péché. Marwan Farhad, il dit, je voudrais savoir, est-ce que vous avez pu convaincre des anciens amis avec qui vous avez fait les mauvaises actions, voilà. Ça, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien de toujours le présenter le Seigneur. Et ça porte fruit. Ça porte du fruit, ça porte et ça paye. Il y a d'autres fruits. D'accord. Et je vais terminer avec le message de Ibrahim Dao. En tout cas, il dit salutations et bravo à ce monsieur qui, à travers son témoignage, pourra certainement donner l'envie à certains jeunes qui sont encore dans ce milieu de changer de vie. Et donc, Jessica, c'est avec ce message que moi je vais prendre congé de vous en ce qui concerne cette semaine. Rendez-vous dès lundi prochain parce que, comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Ouais. Merci pour Monsieur Richard Crémé. Votre témoignage est assez touchant, il est assez profond et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la même situation que vous il y a quelques années. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes aujourd'hui qui ont envie de paraître, de montrer qu'ils sont des hommes finalement? Qu'est-ce que c'est être un homme déjà? Et puis qu'est-ce que vous avez véritablement envie de leur dire? Je veux dire à toi qui me suis en ce moment que vivre sans Dieu, c'est un échec. Celui qui n'a pas l'esprit d'un homme animal. Et je veux dire à quelqu'un pour me suivre en ce moment que le seul moyen pour toi d'être épanoui, le seul moyen pour toi d'être heureux, c'est de vivre une vie éternelle. Parce que la terre sur laquelle nous sommes, elle passera. Les plaisirs passeront, les belles voitures passeront, le bling-bling passera. Mais qui va juger ton âme? Où passeras-tu de l'éternité? Quand tu vas rendre ton âme, où est-ce que ton âme ira? On a l'habitude de dire qu'il a rendu l'âme, mais à qui? Oh, il y a deux entités. D'abord, dans la vie, tout est deux. Il y a oui, il y a non, il y a bon, il y a mauvais, il y a Satan. Il y a Dieu, il y a l'enfer, il y a le paradis. Si toi tu meurs sans Jésus, où passeras-tu l'éternité? Merci. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est d'éviter la drogue, d'éviter de tomber dans ce genre j'ai envie de dire, de déboire, de vice. Oui. Vraiment, de vous accrocher à vos études, c'est le plus important. Allez à l'école, parce que le temps de l'école passe, malheureusement, et après, on n'a que des regrets. Si vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir avoir des parents qui vous payent vos études, accrochez-vous à ça et surtout accrochez-vous aux valeurs que vos parents vous inculquent, c'est le plus important. Merci infiniment, Monsieur Crémé. Merci pour votre témoignage. On va retrouver Monsieur Innovation, je pense. Monsieur Innovation, vous êtes prêt? Bien sûr. Toujours? Aloussène Sidibé, s'il vous plaît. C'est innovant avec Aloussène Sidibé. Alors, bonjour, Innovation, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais wauement bien. Aujourd'hui, on parlera de Moodclaw. Moodclaw, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de recherche made in Africa, made in Ghana, développé par un jeune étudiant de seulement 19 ans. Il étudie à l'université du Ghana. Alors, il a développé ce moteur de recherche-là comme ça pour rivaliser, si on peut le dire, avec Google et YouTube. Donc, grâce à son moteur de recherche, on arrive à télécharger des vidéos donc,
uploader des vidéos, donc mettre des vidéos comme pour YouTube, donc avoir des vidéos, regarder des vidéos, tout ça gratuitement. Et aussi, on arrive aussi à avoir la puissance de recherche de Google, ce qui signifie que grâce à son moteur de recherche, on peut se renseigner sur plusieurs informations d'un pays ou d'un autre depuis un endroit donné. Et c'est vraiment intéressant de savoir que des jeunes étudiants, sinon des jeunes entrepreneurs comme ça, hein, se cassent la tête, se plient en deux et recherchent à apporter du sien dans tout cet écosystème-là, hein, d'innovation et de technologie. Il a lancé sa plateforme il y a pas plusieurs années, il y a quelques années seulement, et déjà qu'il y a plusieurs plateformes déjà confirmées dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du digital, qui ont déjà commencé à le contacter pour lui faire des belles propositions. Et il faut dire aussi que sa plateforme, c'est vrai qu'elle est toute nouvelle, mais elle a besoin d'être travaillée sur les services en plus qu'elle va apporter à ses différents utilisateurs, et aussi sur l'apparence de la plateforme, parce qu'elle est toute nouvelle, vous savez. Les plateformes, et quand on parle de digital, ça évolue au fur et à mesure. On ne peut jamais développer quelque chose, proposer un produit fini à des utilisateurs, à des internautes. Et donc, il est en train de travailler sur la plateforme, sur tous les services qu'il va proposer, en plus de permettre à tous ces utilisateurs de pouvoir faire des recherches, de pouvoir s'informer sur sa plateforme, et aussi de pouvoir mettre des vidéos. C'est intéressant, et moi, je vais vous demander à tous ceux qui nous regardent là maintenant, et aussi à vous, très cher public, d'aller sur Internet, de taper www. Je vais vous le dicter parce que c'est mieux. MUDCLO, mudclo.com. Mudclo.com. Vous allez, vous faites votre propre expérience de la plateforme, vous faites toutes les recherches que vous voulez, vous faites votre propre, retour d'expérience. Et si vous voulez, je vais vous mettre une photo sur ma page Facebook et vous allez me dire tout ce que vous pensez de la plateforme qui a été développée par Gabriel Oparé, un jeune étudiant ghanéen. Inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Bye. Merci infiniment. Allez, c'est les jeunes ont du talent. Alors, j'espère que vous avez faim. En tout cas, si vous avez faim, préparez-vous pour la suite de cette émission parce qu'il y aura des choses... À tout à l'heure, juste après la pub. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi, tu peux essayer. Vraiment, tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main. En 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. On reçoit des invités très spéciaux. Ils viennent avec de très bonnes nouvelles, mais surtout, ils viennent avec quelque chose que vous allez adorer, que tous les Ivoiriens adorent. Je pense que tous les Africains aussi aiment. Il est là avec nous, monsieur Mohamed Sanogo. Il est là pour nous parler du FestiChef. Le FestiChef. Bonjour. Bonjour, Mohamed. Alors. Bonjour. Mohamed Zeta pour nous parler du FestiChef. Attention. Oh là là. Je peux même plus parler tellement j'ai faim déjà. Waouh. Bon, si ça c'est pas de la motivation pour cette émission, je sais pas ce que c'est. Alors, le FestiChef. Merci infiniment. Alors, Mohamed Lamine Sanogo, avec vous, on va donc parler du FestiChef. Et là, on n'arrête pas de voir les plats de chef là, qui circulent. Non, mais ça sent bon. Vous pouvez passer un plat ici, s'il vous plaît. Merci. Un plat devant moi. Voilà, merci. Voilà.
les places sont sécurisées. On peut y aller. Alors, encore une fois, bienvenue Mohamed Lamine Sanogo. Vous êtes chargé de communication d'Abidjan FestiChep. Le premier festival de Chep ici en Côte d'Ivoire, agréé, protégé par Adja Soda Diagne, qui est l'initiatrice de ce projet. On veut qu'il perdure. Éventuellement, on aura Bouaké FestiChep, San Pedro FestiChep, New York FestiChep. Il y aura du Chep partout. Orogo FestiChep. Non, là-bas, c'est Tochep. Non, mais on va ajouter un peu de Chep. Moi, j'ai envie de savoir, mais pourquoi le Chep? On sait très bien que c'est un mec qui rassemble, mais pourquoi le Chep? Il y en a tellement. Pourquoi avoir choisi? Alors, l'initiatrice a voulu valoriser nos mets africains, pas seulement le Chep-Gen, parce qu'il y aura, en plus du Chep-Gen, il y aura les mets de tous les pays voisins, tous les pays d'Afrique francophone et anglophone autour de nous. Donc, en plus du Chep, on aura plusieurs pays qui seront représentés. Et voilà, le Chep, le Abolo, le Akassa, etc. Le Yassa. Voilà, le Yassa que tu as devant toi. Et il faudrait que je précise que ce n'est pas que du Chep. Voilà, on a le volet festif, le volet culturel. Exactement. On a Bastop, par exemple, qui a habillé tout le monde Bastop, ici. Bastop, voilà, président de la Fédération des stylistes sénégalais ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Coach est là. Coach, moi je parle pas Wolof, je parle autre chose. Voilà, coach, il va tout faire en Wolof, etc. Okay. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, coach, Nagaref. Magnifique. Voilà, mais ça s'arrêter là, parce que c'est tout ce que je sais. Alors, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Qu'est-ce qui va se passer les 3, 4 et 5 mai au FestiChep? Extraordinaire. Pour ma petite pensée, je pense que ça a été une première fois en Côte d'Ivoire. Un festival de Chep qui va durer 72 heures. Festival de Chep, c'est ce qui est écrit, c'est l'appellation écran. Mais c'est ce qui se passe derrière le festival. Mais justement, on veut savoir ce qui se passe Exactement. derrière. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une intégration d'abord intellectuelle. Il y aura l'intégration encore culturelle et plus l'intégration humaine. Vous savez que le Chep est devenu un plat international. Complètement. Parce que c'est le premier plat qui a été préparé dans les années 1830 par une dame qui s'appelle Penda Mbaye. 1830, c'était à Saint-Louis. Le gouverneur de l'Afrique occidentale française avait des invités. Il avait choisi à cette dame de lui faire un plat, selon elle, un bon plat où tout le monde va se retrouver. Et la dame créa le Tchéboudion. Voilà. Le riz au poisson, tu sais que Saint-Louis, il y a beaucoup de poissons et c'est la première ville française, une centre d'élégance et de bon goût sénégalais. Pour Saint-Louis, on y connaît déjà. Donc c'est là est né le Chep. Et comme vous le savez, le premier président de la Côte d'Ivoire, c'était son plat de préférence. À chaque fois qu'il descendait au Sénégal, il demandait à son ami Léopold Sédar Senghor de lui faire un Chep. Excusez-moi, ça c'est le festival. Et ça va se passer très bon le samedi et le dimanche. D'abord, pour cette soirée d'intégration, nous parlons d'intégration culturelle. Cette fois-ci, la commissaire générale a envie de montrer au monde entier qu'il y a quelque chose en commun entre les Sérères du Sénégal, l'ethnie du président Léopold Sédar Senghor et les Baoulés de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le rythme, les pagnes, et tout ce qui l'entoure. Bon, la surprise a ses plaisirs. Oui, bien sûr. Ça. On ne va pas tout dévoiler. On va pas tout dévoiler, il ne faut pas. L'intégration intellectuelle, encore pour Mme Soda, l'intégration intellectuelle nous pousse à convoquer l'histoire des premiers étudiants ivoiriens au Sénégal. La première dame ministre en Côte d'Ivoire qui est sortie de l'école des jeunes filles de 1938 à Rufisque, que vous connaissez, la grand-mère. En tout cas, ce qu'on retient, c'est qu'il y a une vraie histoire d'amour entre Jean Gervais, qui et le Sénégal. La première femme ivoirienne dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny est sortie de l'école des jeunes filles de 1938, dont la directrice disait souvent que former un homme, c'est former un individu, et former une femme, c'est former toute une nation. Même si c'est encore... Et là, on sent vraiment la passion. Exactement. Et on sent le coach qui parle là. Exactement. Ok, et très bien. L'intégration aussi humaine. Ça, je m'en profite, si vous me permettez, de remercier le maire de la commune de Treichville qui a permis à l'ensemble des Sénégalais de vivre la culture sénégalaise sur les antennes de sa radio tous les mardis et les vendredis. Merci, ça, coach. Merci infiniment. Merci. Alors là, je vois les femmes, elles sont magnifiquement bien habillées. Évidemment, quand on dit le Sénégal, c'est le Chep, mais c'est aussi les tenues, franchement colorées, le boubou et tout ça. On va passer le micro à Bastop. Il faut s'habiller en bazin pour manger le Chep? Non, je crois pas. Alors, qu'est-ce qu'il y aura donc au FestiChep? Parce qu'il y aura à manger, mais je pense qu'il y aura aussi le volet mode. Le 3. Bon, le volet mode qu'on demande pour manger le Chep, il faut t'habiller en africain. Voilà. Premier d'abord. Bon, on salue tous les Ivoiriens, toute l'Afrique qui sont présents ici. Et puis, on vous donne rendez-vous
Le 3, l'ouverture, parce que l'ouverture, là, on va montrer la mode africaine. D'accord. Ce jour-ci, il y aurait des défilés pour la Fédération couturière des Sénégalais en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mais alors, il y aura à manger, il y aura un défilé, il y aura aussi un artiste qui a une très jolie voix. On va passer le micro quand même, parce que je ne peux pas laisser partir comme ça sans qu'il fasse un petit truc. Bonjour Mike Alabi. Vous connaissez Mike Alabi ou pas? Franchement. Mike Alabi. Oui, bon. Un petit truc quand même. Écoute-moi ma pépite, tu es ma princesse à moi tout seul. Bébé, je t'aime, oh, baby, je t'aime, oh. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. Tout le monde. C'est l'arrivée qui compte. Merci. Ah non mais franchement, il nous fait languir en plus. Il nous fait languir. C'est pas bien. Merci infiniment Mike Alabi qu'on retrouvera bien évidemment sur le FestiChep. Avec Mandja Issek qui est arrivé tout à l'heure. Alors, qui l'artiste, il y a un artiste sénégalais aussi. Alors, il y a Mandja Issek qui est en train d'atterrir actuellement à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, qui va rejoindre Mike demain. Non, c'est l'arrivée qui compte. Alors, moi, je vais demander à une personne dans le public, à cette jeune demoiselle. Mademoiselle, vous venez? Venez à côté de moi. Savez-vous que je vais partager le yassa? J'ai choisi. En plus, elle est très jolie, elle ressemble à une Sénégalaise. Comment vous appelez? Comment vous appelez? Je réponds au nom de mademoiselle Farigata Alfazazi. Je suis nigérienne. Ah, d'accord. Bah, écoutez, tout ça, c'est l'intégration. Exactement. Merci infiniment. Nous, on va rester ici. On va finir ce plat. On se retrouve demain pour la finale. L'émission de vendredi, vous savez, c'est un rendez-vous incontournable. On se retrouve demain pour une autre émission de C'est Midi. Merci à tous. Merci au coach Mohamed Sanogo. Merci Mike Alabi. Merci au public de C'est Midi. Et avec nous, on avait l'association des étudiants en communication ADESCOM. ADESCOM, où est-ce qu'ils sont? Association des étudiants en communication ADESCOM. L'association des femmes de la commune d'Atekoubé. La fédération des associations des femmes de Cocody de Plateau. Et le fan club Richard Crémé, Jésus est le véritable. Fan club Richard Crémé.